Les nouvelles justices avec Jacques Lalanne. Ici Jacques Lalanne, bienvenue à la série Les nouvelles justices, des entretiens avec des professionnels qui pratiquent des approches innovatrices pour parvenir à un règlement juste. Notre invitée est aujourd'hui Marie-Ève Lamoureux de Equijustice qui va nous parler de la justice pour adolescents. Marie-Ève Lamoureux, bienvenue à Radio-VM. Bonjour, merci. Vous êtes d'un organisme qui s'appelle Equijustice. Quelle est la mission d'Equijustice? Alors, Equijustice, c'est un organisme communautaire, c'est un réseau d'organismes communautaires. Nous portons le nom Equijustice. Réseau en termes de, dans le sens qu'on est partout au Québec. Equijustice, sa mission, elle a deux services principaux. Les services de justice réparatrice qui s'adressent d'abord aux auteurs, les adolescents contrevenants, aux personnes adultes et également des services en médiation citoyenne. Aujourd'hui, je pense qu'ensemble, on va regarder davantage la partie des services qui s'adressent aux adolescents contrevenants. Oui, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la justice pour adolescents? C'est différent de la justice pour adultes? Oui, historiquement... On est plus doux avec les adolescents ou quoi? On a une manière particulière de travailler avec les adolescents. Il y a des principes qui viennent avec cette loi-là. Il y a une loi particulière qui s'appelle la loi sur le système de justice pénale pour adolescents. Ça, c'est une loi canadienne? C'est une loi canadienne qui est d'application provinciale. Alors, chaque province l'applique à sa façon. Et est-ce qu'au Québec, on a une façon particulière de l'appliquer? Au Québec, on a historiquement toujours eu une façon particulière de l'appliquer. Les provinces canadiennes, les autres provinces canadiennes nous rattrape. Là, donc, c'est ça. Mais, et quelle est cette façon particulière? C'est ça. Au Québec, on a historiquement beaucoup appliqué le principe qu'il faut traiter les adolescents de manière différente des adultes. Un adolescent Alors, on ne les envoie pas en prison, non, on ne va pas les fouetter non plus. Non plus. On part du principe qu'un adolescent, évidemment, est responsable des actes qu'il commet. C'est entre 12 et 17 ans que cette loi-là s'applique. De 12 à 17 ans, exactement. Ça commence jeune. Oui. Dès l'âge de 12 ans, un jeune est responsable de ses actes selon la loi? Oui, selon la loi criminelle. Donc, entre 12 et 17 ans, il peut être accusé au même titre qu'un adulte des différentes infractions, soit des infractions contre les biens, on parle des vols, des introductions par effraction, des méfaits, des graffitis et tout, autant en lien avec des gestes qui seraient envers les personnes également, donc des voies de fait, des menaces, de l'intimidation, du partage d'images intimes et tout ça. Donc l'adolescent peut être accusé au même titre qu'un adulte. Maintenant, la manière de le traiter va être différente. On ne va pas l'envoyer en prison. Non. Et qu'est-ce qu'on va faire en gros? Principalement, la loi va viser, bien entendu, de protéger le public, de s'assurer que l'adolescent, de faire en sorte que l'adolescent ne récidive pas, mais les particularités vont être orientées vers l'éducation de l'adolescent, sa réinsertion, sa réadaptation, et également la réparation des torts qu'il a commis. Et c'est peut-être ça, en fait, mon propos, c'est de vous parler davantage de l'angle de quand l'adolescent répare les torts, de quelle manière ça peut se faire. Alors, les principes de base, c'est de travailler plus à la rééducation qu'à la punition. Il n'y a pas de punition, finalement, dans ce système. En fait, un système et les systèmes de justice, cette loi-là particulière pour les ados est incluse dans le code criminel. Donc, elle vise... elle a une façon de traiter à la base qui est, il y a un adolescent qui a commis des torts, comme il y a un adulte qui a commis des torts, du mal quelque part. Donc, il y aura une conséquence. C'est réfléchi comme ça. Maintenant, de quelle manière la conséquence peut être orientée? Là, c'est là qu'on va essayer de mettre la couleur du Québec ou la couleur locale, la couleur de certains principes. De quelle couleur parle-t-on? Quand on a parlé d'éducation, de réadaptation et de réparation. Alors, l'adolescent, on va l'inviter à réparer le tort qu'il a causé. On va faire quelque chose pour le rééduquer. Exactement. On a, dans le système des mineurs, il y a des acteurs qui n'existent pas, qui traitent la délinquance, là, qui n'existent pas nécessairement au niveau des adultes. On parle des centres jeunesse que plusieurs connaissent pour leur mission envers la protection de la jeunesse, mais ils ont aussi une mission auprès des contrevenants, des jeunes délinquants. Donc, les centres jeunesse vont appliquer ou en tout cas entrevoir, travailler avec les adolescents pour qu'ils soient rééduqués. Ils vont appliquer leur manière de traiter les adolescents. Bien entendu, certains adolescents pour des crimes graves peuvent être mis sous garde, mais pendant leur mise sous garde, ça ne sera pas une mise sous garde dans laquelle les adolescents vont être uniquement exclus. Ils vont devoir, les adolescents, travailler sur eux-mêmes. Il y a des intervenants qui vont les accompagner dans leur réflexion, s'assurer qu'ils cheminent, qu'il n'ait pas une autre récidive, mais on va travailler beaucoup qu'est-ce qui s'est passé
pour eux, qu'est-ce qui a manqué, qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça se reproduise plus. Ça, c'est surtout le partenaire des centres jeunesse qui va entrevoir cette façon comme ça de travailler. Dans Équijustice... Là, on pense plus à envoyer un adolescent dans un centre jeunesse que dans une prison. Les adolescents, à moins de cas particuliers, là, je ne rentrerai pas dans les détails, ne seront pas emprisonnés dans une prison. Ils vont être isolés. Ça s'appelle la mise sous garde pour les mineurs. Alors ça, c'est un peu comme un centre de rééducation. Exactement. Alors, mais ça, est-ce que Mais il doit avoir un niveau de gravité là où le jeune est mis sous garde, comme vous dites, c'est-à-dire qu'il oui, c'est des exceptions. La plupart des il est pensionnaire, comme on dit, dans un centre de... Oui. Il ne pourra pas sortir. Il y a entre 8 et 12 adolescents qui habitent ensemble, chacun a sa chambre. Il y a des pièces communes et c'est des éducateurs. On ne parle pas de surveillants, c'est vraiment plus le type éducateur. Donc, c'est des intervenants sociaux qui sont présents au quotidien auprès des mineurs, qui fréquentent l'école pour la plupart ou qui ont des objectifs personnels à travailler, rencontrent des psychologues et tout. Mais c'est vraiment des intervenants davantage. Est-ce qu'on va se retrouver dans un pareil centre si on a, disons, volé un disque, un CD à l'étalage? Non, les mises sous garde, c'est réservé dans des cas exceptionnels. Ça va être des délits de gravité objective très graves. Mais pour la plupart des mineurs, c'est sûr qu'on peut parler davantage. La plupart des mineurs ne seront pas confrontés à une mise sous garde. Là, ils vont être confrontés davantage à une réflexion par rapport aux torts qu'ils ont commis pour tenter de réparer ces torts-là. Alors, on veut, dans vos principes, il y a réparer les torts, il y a aussi rééduquer le jeune. Rééduquer le jeune, on se dit, s'il a fait accompli un pareil méfait, c'est qu'il y a quelque chose dans son éducation qui a manqué, qu'il faudrait compenser, quelque chose comme ça? Bien, d'abord et avant tout, la manière dont Équijustice va réfléchir, c'est qu'il va... La justice réparatrice vise à s'interroger de quels sont les torts que la personne directement concernée a vécu. Donc, quels sont les torts que la victime a pu vivre? Disons qu'il a volé un ordinateur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord... Évidemment, les policiers vont faire leur travail, vont mener leur enquête, vont rendre l'information aux procureurs. Les procureurs dans les palais de justice vont réfléchir, voir est-ce qu'il y a une preuve suffisante à poursuivre l'adolescent. Et si oui, quand ce sont dans les premières infractions des adolescents, quand ce sont des délits qui ont une gravité objective moindre, il n'y aura pas de judiciarisation pour l'adolescent pour cette fois. Il n'y aura pas de casier judiciaire, comme on dit. Donc, il n'y aura pas de procès, ça ne va pas dans les tribunaux. C'est ça. Ça va être vraiment orienté. C'est encore une fois les centres jeunesse qui vont recevoir ce dossier-là puis qui vont convoquer le mineur et ses parents. Ah, les parents vont devoir s'impliquer dans la démarche. Donc, il y a un moment qui est prévu entre eux. Parallèlement à ça, donc avant que le mineur soit rencontré, le dossier est envoyé dans un Équijustice. Et dans l'Équijustice, on a les coordonnées pour rejoindre les personnes qui ont été victimes. Donc, la personne qui s'est fait voler son ordinateur sera contactée par Équijustice. Alors, l'Équijustice communique avec la victime. Directement, oui. Alors, ce que vous appelez la justice pénale pour adolescents, ça s'occupe d'une main de l'adolescent et de l'autre main, ça s'occupe de la victime. Exactement. Parce que ce qu'on cherche à faire, c'est de laisser le plus de place possible aux gens qui ont été concernés par l'événement. Donc, la personne victime est d'abord... C'est celle qui a été touchée. Elle est traumatisée par le vol traumatisée, je sais pas, mais... par exemple. On est entré dans sa maison en brisant une fenêtre pendant son absence. Exactement. Elle a vécu absolument des impacts importants. Ou moins important, ça dépend vraiment des personnes. Vous faites quelque chose pour réparer ça, si on peut dire? On va l'informer d'abord que le dossier a été retenu, qu'on est à ce stade-ci en train de s'informer auprès d'elle des torts qui ont été vécus. On va l'informer que le mineur va être rencontré prochainement et qu'il devra poser des actions. Le mineur pour réparer les torts qu'il a causés. Fait qu'on va s'intéresser auprès d'elle de qu'est-ce que ça a eu comme impact et qu'est-ce qu'elle aimerait que le mineur fasse pour elle. Alors, vous demandez à la victime qu'est-ce qu'elle considérerait comme une réparation raisonnable ou juste. Exactement. Et elle vous suggère quoi, par exemple, parfois? Bien, les réactions sont... 3 coups de fouet. Non, excusez, je me trompe de page. Les réactions sont aussi vastes qu'il y a des personnes qu'on contacte. Là. Pour certaines personnes, il y a la possibilité d'avoir un dialogue avec le mineur pour essayer de comprendre pourquoi, depuis quand, est-ce que tu m'observais, pourquoi moi en particulier, pourquoi tu as pris l'ordinateur, est-ce que tu es capable de me remettre cet ordinateur-là? Si on reprend cette situation-là, il y a pour certaines personnes que c'est l'occasion de venir dire justement aux mineurs, écoute, t'es rentré chez nous, ça m'a
énormément bousculé. Depuis ce temps-là, je travaille plus. Les enfants ont dû changer d'école, on a changé nos habitudes, on a mis un système d'alarme, ça nous a coûté de l'argent. Donc, c'est l'occasion pour certaines personnes de dire, moi, là, j'ai des affaires à y dire ou j'ai des affaires à entendre de sa part. Puis, pour d'autres personnes, pour qu'ils se rendent compte des conséquences de ces actes. Exactement. Puis que la deuxième étape puisse être parfois de réparer, soit de remettre, de compenser, de faire quelque chose de bien pour apaiser les torts négatifs qui ont été commis et tenter de faire quelque chose de positif. Et les victimes, de bon gré, se portent volontaires pour rencontrer le jeune? Certaines personnes. Ah, certaines? Certaines personnes. Il y en a qui ne veulent pas? Pour certaines personnes, l'événement est passé. Pour certaines personnes, ils veulent pas. J'aime mieux tourner la page. Exactement, ils veulent pas y revenir. Ou il y en a qui nous partagent le fait que je fais confiance au système judiciaire, donc je laisse aller, je veux pas m'en mêler. Ou pour certaines. Ou des fois, ils vous donnent un message, ils vous demandent à vous, dites-lui telle chose. Je veux pas le voir, mais dites-lui que depuis ce temps-là, mes enfants craignent la nuit et lorsqu'il y a un bruit, ils s'énervent, tout ça. Ouais. Puis il y a des personnes qui veulent pas nécessairement rencontrer en personne le mineur, mais il y a plein d'autres façons de communiquer. Un dialogue, ça peut s'instaurer dans le cadre d'un vis-à-vis, mais ça peut s'instaurer par le biais d'une lettre, par un FaceTime, par des visioconférences, un appel téléphonique, vidéo, c'est ça. Les techniques maintenant. Alors ça, c'est le volet réparation ou le volet rééducation? Les équipes de justice vont principalement travailler dans un volet de réparation. Donc, si la personne, comme je vous disais, on va d'abord l'entente entre nous et les centres jeunesse, on appelle ça une entente cadre. Ça prévoit que d'abord et avant tout, la conséquence qui sera proposée aux mineurs sera orientée vers la victime, si la victime est ouverte à cette idée-là. Dans un deuxième temps, si c'est pas possible, cette réparation-là, parce que les torts ont quand même été causés, il y a quand même quelqu'un qui en a subi. Alors, vous insistez pour que le jeune répare. En fait, c'est parce qu'on sait que réparer, c'est la meilleure éducation. C'est ça le principe de base. Réparer, c'est la meilleure éducation. Donc, quand ça peut pas être une réparation directe à la victime, on va imaginer une réparation à la collectivité. Donc, ça va être un service qui va être rendu dans des organismes qui s'impliquent déjà. C'est ce qu'on appelle les travaux communautaires ou quelque chose du genre. Oui, exactement. Fait que c'est une démarche. Alors, il doit faire une bonne action pour compenser sa mauvaise action, si on peut dire, c'est ça, réparer. Oui, il a commis des torts dont il est responsable. On va l'inviter à aller réparer. Puis quand c'est pas possible directement à la personne concernée, on va imaginer qu'il va dans des organisations donner de son temps. Donc, il va aller contribuer à une mission sociale d'un organisme. Comment c'est que vous savez ça, là, vous deux? Normal! Tout le monde les avait quittés le bal ensemble hier soir! Walking on the tightrope of insanity. Walking on the verge of losing mind. Walking on the tightrope of insanity. Walking on the verge of losing mind. The man was found on a nearby road, wandering without a goal, in a complete state of amnesia, and his hair filled with straw. Though the whole thing seemed unreal, it soon became quite clear that Austin, the author of this crime, needed swift assistance. Allez, là, monsieur le commissaire, maintenant, il va nous faire le coup du type qui se rappelle de rien, là. Toi, je t'interdis de publier des salades dans ton canard de merde jusqu'à ce que le procès soit terminé. Walking on the tightrope of insanity. Walking on the verge of losing mind. Walking on the tightrope of insanity. Walking on the verge of losing mind. Say to me, please say this can be. Say to me, please say that this can be. Oh, say to me, please say that this can be. Say to me, please say that this can be. Exhaustive study on the subject led experts to conclude Austin had been the victim of a strange case of split personality. The trial neared its end, and though the facts had been exposed, the crowd still wanted blood. Well, they were in for big
surprise. La cour. Prévenu, levez-vous. Walking, walking on the tightrope of insanity. Walking, walking on the verge of losing mind. Walking, walking on the tightrope of insanity. Walking, walking on the verge of losing mind. Say to me, please say that this can be. Say to me, please say that this can be. Say to me, please say that this can be. Say to me, please say that this can Non coupable pour cause d'aliénation mentale. Vous êtes à l'écoute de la série Les Nouvelles Justices. Notre invitée est aujourd'hui Marie-Ève Lamoureux. Elle est de l'organisme Équijustice et elle nous parle de la justice pour adolescents. Donc, si j'ai bien compris, un de vos premiers principes, c'est que le jeune doit réparer. Et aussi, il y a le jeune est responsable de ses actes depuis l'âge de 12 ans. Ça c'est nouveau. Et aussi, selon la gravité, il peut même parfois être mis sous garde, comme vous appelez. Alors, c'est-à-dire que dans ces cas-là, il va être pensionnaire, comme on dit, dans un groupe, un organisme de rééducation avec d'autres jeunes qui, comme lui... ça, c'est dans les cas graves, comme à partir de quel niveau, on pourrait dire? En fait, c'est uniquement un juge qui peut orienter. C'est le juge. C'est uniquement un juge qui peut orienter un adolescent vers une mise sous garde, puis ça va être à l'issue d'un rapport d'expertise. Donc, ça va être dans des cas, soit que les torts causés ont été extrêmement graves, vous me posez des questions. C'est sûr que dans un cas de meurtre, par exemple, il y aura automatiquement... Oui, nécessairement, oui. Dans les autres cas, ça peut dépendre du nombre d'infractions qui ont été commises, de l'âge de l'adolescent. Donc, il y a plusieurs facteurs dont je ne suis pas l'experte. Oui. J'ai pas cette expertise. C'est au juge de Est-ce que l'adolescent qui a fait quelque chose passe nécessairement devant un juge, celui qui a volé un CD au magasin, celui qui a volé un ordinateur dans une maison par effraction et celui qui a frappé quelqu'un? Non, comme je disais, en fait, suite au rapport policier, c'est le procureur qui a la responsabilité d'orienter le mineur, soit en le judiciarisant vers les tribunaux. Alors, si on y va par étapes, c'est le policier qui constate, il transmet ça au procureur. Et selon la gravité, ça va aller vers le juge ou vers chez vous, Équijustice? Ou vers les centres jeunesse avec lesquels on collabore de très près. Quand ce n'est pas orienté vers les tribunaux, c'est orienté vers les centres jeunesse. Organismes de rééducation, si Exactement. on peut appeler ça comme mission générale. Ouais. Et bon, donc je comprends que par d'autres exemples que vous pouvez nous donner par réparation, il peut faire des travaux communautaires. Qu'est-ce qu'il peut faire comme réparation aussi? Il peut également dédommager financièrement certains types d'organisations également
les mêmes types d'organismes où il pourrait aller donner de son temps, il peut aussi aller verser, De l'argent. compenser, ouais, c'est ça, par de 500 l'argent. 300 quelque chose comme ça. Par exemple. Sauf que cette démarche-là, que ça soit en termes de temps ou d'argent, l'adolescent, c'est pas facile non plus comme démarche. Il doit, une fois que la décision a été prise au centre jeunesse, le dossier est orienté vers Équijustice et l'adolescent doit mener une réflexion. Ce n'est pas nous qui décidons pour lui. Je vous rappelle tout le temps, c'est les personnes concernées qui doivent faire leur propre... La victime a son mot à dire. La victime pourrait avoir eu son mot à dire. Non, à ce stade-ci, c'est aussi le contrevenant, l'adolescent et sa famille qui vont être avec nous, qui vont devoir réfléchir. L'adolescent va devoir réfléchir au tort. Et vu que ça peut pas être possible directement à la victime, à quel type d'organisation il veut aller contribuer. Donc, il va devoir réfléchir aux missions sociales des organisations près de chez lui et en déterminer une qui fait sens pour lui et dans laquelle il va aller donner de son temps ou verser de l'argent. Alors, vous n'avez pas un catalogue qui dit pour tel genre d'infraction, c'est telle chose, telle heure, telle place? Non, c'est vraiment une réflexion qui doit... Oui. Réflexion, ça, c'est dans le volet rééducation ou éducation, si on peut dire. Comment vous amenez le jeune à réfléchir? C'est ce que tout le monde aimerait, que le jeune réfléchisse à ce qu'il a fait. Bien sûr, puis c'est en fait une des raisons pour lesquelles on implique directement son parent aussi dans le cadre de la réflexion, parce que le mineur... il y a des parents, cet enfant-là, la plupart du temps, qui sont avec lui. Donc, on va mettre à contribution les réflexions de ses parents dans cette réflexion-là. Fait qu'on va, par exemple, lui poser la question, qu'est-ce qui s'est passé pour lui? À quoi il a réfléchi depuis ce temps-là? Quels sont les impacts qu'il croit que ça peut avoir pour les autres? Comment il se sent par rapport à ça aujourd'hui? Qu'est-ce qui pourrait faire du bien par rapport à ce qui était plus négatif. Alors, vous l'amenez justement à réfléchir qu'est-ce qu'il a fait de travers, qu'est-ce qu'il pourrait faire dans le bon sens. Exactement. Et les parents là-dedans, je suis inquiet un peu. Des fois, je craindrais qu'un parent dise, bon, mais tu as fait telle chose, disons un petit délit, là, il a volé un CD chez le disquaire. Alors, donc, je vais t'enlever ton téléphone cellulaire, tu ne regarderas plus la télévision, tu seras enfermé dans ta chambre tous les soirs, tu n'iras plus chez tes amis le samedi ni le dimanche. Et si vous voyez que le parent fait comme ça, quel est votre rôle? En fait, le mineur, quand il rentre, le mineur et son parent, on va en avoir une discussion effectivement là-dessus. Qu'est-ce qui s'est passé, comment les parents ont réagi, puis souvent, ben ça pourrait ressortir ce type de... Est-ce que vous trouvez que ça va, la caricature que je vous fais, est-ce que vous trouvez que ça va dans le sens de la réparation, rééducation, réflexion? Ben, en fait, ça, c'est ce qui va s'être passé à la maison. Peu importe ce qui s'est passé à la maison, c'est pas... En fait, ce qui est particulier, c'est que la justice réparatrice va se préoccuper d'abord des torts causés à la victime. Bien entendu, les parents, ce qu'on constate ici, c'est qu'ils ont eu des impacts, qu'ils ont été probablement inquiets, ils ont eu honte, ils veulent effectivement éduquer leurs jeunes, fait qu'ils ont pu utiliser des moyens plus punitifs pour gérer cette situation-là, mais ça n'empêche pas que le mineur est aussi responsable des torts qui ont été causés. Oui. Donc, au-delà des répercussions familiales. Est-ce que ça fait partie de la discussion que vous avez exactement, avec eux? Oui, effectivement. Puis ce que ça peut porter aussi, c'est quand on se retrouve dans des situations comme ça, ce qui nous arrive souvent d'être avec le mineur et ses parents, au-delà d'une réflexion par rapport au tort, ça amène aussi une discussion entre le parent et son mineur dans lequel parfois il y a des tensions qu'on peut les aider aussi à passer par-dessus. Fait que parfois le dialogue devient aussi entre le mineur et son parent. Ben oui, nécessairement. Qui sont parfois pas tant parlé que ça depuis le crime, en fait. Et vous tentez d'orienter ça vers la réparation, la rééducation, la réflexion. Exactement. Et parfois, le jeune va réparer directement la victime. Oui, quand il va aller réparer la fenêtre brisée. Rarement, il peut aller réparer directement la fenêtre brisée parce que malheureusement, le temps que le système de justice fasse tout son travail, il peut la s'être fenêtre passé. A déjà été remplacée. Souvent, la fenêtre va avoir été réparée. Mais est-ce que des fois, il y a une réparation directe à la victime? Oui. En fait, vous avez des exemples? Quand les personnes, souvent ça va se passer suite à un dialogue. En fait, l'adolescent et la personne victime, c'est ce qui a été convenu, c'est ce que chacun espérait. C'est à terme de plusieurs moments de préparation aussi. On n'assoira pas ou en tout cas, on transmettra pas un message d'un à l'autre si les gens sont pas préparés à le recevoir et qui n'ont pas réfléchi à ce qu'ils voulaient dire comme message. Donc, ça sera notre travail de médiateur, si vous voulez, d'accompagner le mineur, d'accompagner la personne victime par rapport à le moment où ils vont être en dialogue, qu'est-ce qu'ils veulent se dire. Ça, c'est le plus gros de notre travail et notre objectif, c'est aussi
dans ce moment précis-là, on veut pas qu'il y ait plus de tort que ça cause que de bien. Donc, on va s'assurer que les gens sont dans des bonnes conditions, que leurs attentes concordent. Qu'ils viennent pas là pour se venger ou pour le rabaisser ou exactement, le que les motifs pour lesquels ils se Alors, rencontrent, ça soit constructif. Vous les orientez dans le sens réflexion, réparation, rééducation. Oui, dans le sens de l'esprit de la justice pour adolescents, finalement. Effectivement, on veut que ce moment-là leur soit bénéfique. Fait qu'on veut qu'ils aient pris le temps de réfléchir comme il faut au message qu'ils veulent donner à l'autre personne. Fait qu'ils ont un bout de chemin sur qu'est-ce que je m'en viens faire, moi, dans cette rencontre-là. Qu'est-ce que je vais aller dire à ce jeune-là ou qu'est-ce que je vais aller dire à cette personne victime-là. Mais aussi un bout qui est qu'est-ce qu'elle va venir me dire, cette personne-là aussi. Puis comment je vais y réagir à ça. Donc, il y a un bout de réflexion important et ce n'est qu'une fois cette réflexion-là menée que les personnes peuvent être mises en contact un avec l'autre et que c'est souvent à l'issue de ce moment-là qu'il y a une réparation qui peut être offerte. Maintenant que le mineur comprend mieux les torts, l'impact que ces gestes ont eu dans la vie de l'autre personne, il se sent parfois concernant à dire, ben moi, j'aimerais peut-être, je peux pas la réparer, votre fenêtre, parce qu'elle a été réparée depuis. Par contre, je serais prête à venir chez vous passer le gazon. Je serais prête à venir chez vous déneiger cet hiver. Je serais prête à écrire une lettre à vos enfants qui ont vécu des pour les rassurer, que je ne vais exactement. plus y aller. Et les victimes acceptent ça de bon cœur? Les victimes ont autant leur mot à dire que l'adolescent, donc ça sera à terme d'un dialogue entre les deux, autant sur ce qui s'est passé, mais autant sur la réparation des torts. Il faut que les deux y consentent. Et c'est pour ça que la réparation va faire sens que pour ces deux personnes-là, à ce moment précis-là. Il faut que la personne victime, elle soit à l'aise puis que ça soit ça qu'elle souhaite. Il faut que l'adolescent soit à l'aise et que ça soit ça qu'il souhaite faire aussi. Oui, c'est convivial comme approche. C'est comment collaborer pour... et je comprends aussi que avant qu'ils se rencontrent, vous devez préparer à la fois l'adolescent par une certaine réflexion et préparer la victime par une certaine réflexion Tout aussi. à fait. Tout à fait. Maintenant, lorsque l'adolescent passe devant le juge, ça, c'est dans les cas plus sérieux. Oui. Et est-ce que ça va se passer de la même façon ou... Ça peut être une des conditions de probation d'un adolescent, c'est-à-dire que le juge, c'est comme je vous disais tantôt, les mises sous garde, c'est des cas exceptionnels. La plupart du temps, les juges vont entrevoir une probation, 10, par exemple. Oui. Probablement. Je connais pas les statistiques, mais c'est très faible le taux d'incarcération des adolescents, en fait. La plupart vont avoir... leur liberté va être restreinte, mais par des conditions, pas nécessairement les isolants. Le juge leur met des conditions. Exactement. Fait que soit des conditions de couvre-feu, des obligations d'être à domicile, des obligations de faire des travaux bénévoles, des obligations de rencontrer la personne victime, des obligations de rencontrer un intervenant à toutes les semaines, à tous les mois. Pendant un certain temps. Pendant un certain temps, exactement. C'est comme un agent de probation, exactement. En guillemets. Oui. Oui. Et dans ce cadre-là, le juge peut y inclure la possibilité pour l'adolescent d'avoir un dialogue avec la victime. C'est sûr que ça peut faire particulier l'idée qu'un juge impose à une victime de rencontrer un mineur. Maintenant, c'est le travail d'Équijustice de s'assurer qu'au-delà de l'intention du juge, les personnes soient volontaires, soient consentantes du moins à faire cette démarche-là, autant de la part du mineur que de la part de... Parce que ça sert à rien de mettre deux personnes qui veulent pas se voir ensemble. Bien oui, c'est sûr. Et donc, c'est plus souvent après avoir passé devant le juge que le jeune écope de 10, 20, 30, 40 heures de travaux communautaires à faire. Oui, c'est soit devant le juge, ça peut aller jusqu'à 240 heures, en fait. 240 heures, c'est le maximum? C'est le maximum. Mais ça, c'est aussi... C'est l'équivalent de 6 semaines de travail, quand même. 240 heures, mais c'est pas la majeure. C'est pas la majeure. Je dirais que la plupart des adolescents ont entre 50 et 150 heures à faire. Ouais. C'est quand même beaucoup. Ils font ça quand? Après l'école, la fin de semaine? Exactement. Après l'école et la fin de semaine. Alors, donc, on est sûr qu'après l'école et la fin de semaine, ils ne sont pas occupés à faire du cambriolage puisqu'ils sont occupés... À quel genre de travaux, par exemple, ils vont pouvoir collaborer? Quel genre de travaux communautaires Comme je vous disais tantôt, l'adolescent va choisir la mission à laquelle il va aller collaborer. Alors, il y a son mot à dire un peu là-dessus. Absolument. C'est d'abord et avant tout la mission qu'il va devoir réfléchir quelle mission il veut aider. Puis à travers... Par exemple, qu'est-ce qu'il dit? Ça peut être des missions d'aide, par exemple, briser l'isolement. Ça peut être
donner accès à la lecture à tous. Par exemple, les bibliothèques. Ça peut être une mission qui aide les gens en situation d'itinérance. Ça peut être des missions qui aident à briser l'isolement. Donc, c'est plus cette réflexion-là, il va devoir déterminer. Puis ensuite... Bon, ça, c'est une réflexion profonde. Tu as nuit à la société. Comment tu peux aider la société maintenant? C'est un peu exactement ça, oui, question. Tout à fait. Puis, de quelle manière... Après, l'adolescent, une fois qu'il a choisi, il va rencontrer la personne qui va le soutenir dans cet organisme-là. Vous avez une liste d'organismes à lui proposer, le mineur, puis regarder... il va d'abord faire sa réflexion. Sa réflexion lui-même? Oui, d'abord sa réflexion. Il dit, je sais pas, je voudrais faire quelque chose pour les jeunes. Après, maintenant, avec les technologies, c'est relativement facile. Soit qu'il fait la réflexion de son côté avec ses parents. On va lui dire, est-ce que autour de chez toi, il y a des organismes qui sont dans ce style de mission-là? Est-ce que tu en connais? As-tu des contacts? Puis au moment de la prise de contact, effectivement, on va le soutenir, on va l'aider, on va aller prendre contact avec l'organisation qui a choisi, puis on va contacter en expliquant là-bas qu'il y a un mineur qui a choisi cette organisation-là. Est-ce qu'il serait prêt à accueillir ce mineur-là? Puis on va faire une rencontre entre les deux, donc entre le mineur et l'organisation, pour qu'ils s'expliquent leurs attentes respectives, puis qu'ils mettent en place certaines règles pour bien fonctionner. Pour que ça fonctionne bien. D'accord. Pour poursuivre notre réflexion, nous allons écouter une chanson et pendant cette audition, nous allons tenter de digérer toute cette information nouvelle aussi que vous nous apportez. Ma tête soliloque sur la semelle de mes bottes quand elle se frotte au pavé des ruelles. On m'a dit que le doute, c'est le bon Dieu qui clignote, mais ma foi est fébrile comme une chandelle. La foule est ventriloque, à couvert on chuchote, c'est dans la pénombre que la lumière est belle. C'est dans la pénombre que la lumière est belle. Une nuit ou une vie cerne mes yeux déjà flous, au reflet vert de grise et cruel. Le sel des glaciers sur la couleur de mes joues, même si personne ne nous cherche querelle. Et la gorge qui rit et les mains dans la boue, c'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle. C'est dans le brouillard qu'une rencontre est belle. Alors j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre jour. J'apprends à me tenir debout. Défaite qui vaut toutes les victoires quand nos propres désirs nous ensorcellent. Parfois l'homme se rachète en se servant à boire. Je n'ai pourtant rien d'un criminel. Et Amélie qui demande si on rêve ou si on dort, c'est dans le silence qu'une réponse est belle. C'est dans le silence qu'une réponse est belle. Alors j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre jour. J'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Oui, j'apprends à me tenir debout. Je n'ai rien contre personne et je tendrai l'autre jour. J'apprends à me tenir debout. Vous êtes sur Radio-VM à l'écoute de la série Les Nouvelles Justices. Notre invitée est aujourd'hui Marie-Ève Lamoureux. Elle nous parle de la justice pour adolescents. Nous parlions des exemples de travaux communautaires. Pouvez-vous nous donner des exemples de travaux que les jeunes sont appelés à faire? Vous disiez à la bibliothèque,
Il va travailler avec la bibliothécaire. Tout à fait. Mais une fois que, comme je vous disais, une fois que D'autres l'adolescent exemples? a choisi la mission, maintenant, il y a différentes tâches pour rendre une mission possible. Fait qu'il peut y avoir des tâches qui sont des tâches de classement, des tâches de déchiquetage, des tâches d'organisation, répondre au téléphone. Ça peut être d'aider à faire le ménage, ça peut être d'aider à faire de la rédaction, tout ce qui permet de réaliser une mission, finalement. Alors, des fois, ils vont à la bibliothèque et d'autres fois, ils vont à quels endroits, par exemple? Ça peut être aller passer du temps avec des gens, par exemple, en situation d'itinérance, passer du temps... À l'accueil Bono, par exemple, oui, c'est ça. Oui. Aider au classement, par exemple, ou à la réception des dons dans des organismes qui reçoivent des dons. Ça peut être travailler au comptoir alimentaire. Ah oui, tous les centres de partage et Exactement. tout ça. Un peu faire sa part pour des gens qui sont démunis d'une certaine façon. Tout à fait. Alors, l'esprit, c'est donc de faire quelque chose de positif pour compenser quelque chose de négatif. C'est ça l'esprit de la réparation. Tout à fait. Maintenant, c'est un peu délicat. Comment ça se passe un peu les rencontres de médiation entre jeunes contrevenants et la victime? J'imagine que c'est une réunion délicate à animer. Absolument. C'est une réunion, par contre, que, comme je vous le disais tantôt, qui est à l'issue d'une préparation respective, individuelle de chacun. Donc, les gens... Qu'est-ce qu'ils se disent? Les gens arrivent préparés par rapport à ce qu'ils s'en viennent faire là, mais ils sont toujours surpris parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Parfois, les gens ont des relations entre eux. Par exemple, un voie de fait, une bataille dans une école ou dans le cadre d'une relation amoureuse entre deux adolescents, il y a une image d'un ou de l'autre qui a circulé nue, par exemple. Donc, il y a des moments où la délicatesse de la rencontre provient du fait qu'ils ont déjà un lien un avec l'autre. Puis parfois, ce qui est très délicat, c'est qu'ils ne se sont jamais vus, un et l'autre. Donc, ils se sont fait des scénarios respectivement. Ils se sont imaginés l'autre comme... Par exemple, la personne victime a imaginé l'adolescent comme un monstre. Un gros méchant. Oui, c'est ça. Puis parfois, c'est un petit garçon de 12 ans qui arrive devant, qui n'est pas plus grand que... 3 pommes. Oui, c'est ça. Donc, qui sait pas trop qu'est-ce qu'il fait dans la vie. C'est un peu une étourderie plutôt qu'un criminel endurci. Parfois, les adolescents ont des réponses à donner quand ils se font poser la question « Pourquoi? » La victime, c'est ça. Elle veut surtout lui demander pourquoi tu as fait ça. Elle veut parfois savoir qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi moi? Pourquoi cette fois-ci? Pourquoi mon image, tu l'as envoyée? Tu le savais, c'était juste entre nous deux. Parfois, c'est de venir partager les impacts que l'événement a eu dans sa vie. Depuis ce temps, j'ai déménagé, j'ai changé de nom. Depuis ce temps, je fais de l'insomnie. Exactement, j'ai changé d'emploi, je peux plus travailler. Donc, c'est venir le partager puis dire, en quelque part, tu es responsable de ça. Qu'est-ce que tu vas faire, toi, par rapport à ça? Pour qu'il se rende compte des conséquences des actes qu'il a posés. Oui. Puis c'est ce qu'on souhaite, ultimement, comme résultat de la justice. Oui. Puis souvent, il y a aussi l'adolescent qui est pas... La plupart des adolescents, c'est un geste isolé dans leur parcours. Oui, une folie passagère. Tout à fait, mais ça n'empêche pas qu'il y a quand même eu des torts de causer à quelqu'un. Oui, fait qu'ils s'en viennent aussi parfois eux-mêmes, sans que la victime leur aurait dit quoi que ce soit. La personne victime, ils s'en viennent aussi leur dire pardon. Mais pardon, sincèrement, là, je m'excuse, j'avais pas à faire ça, j'y réfléchis, ça fait 4, 5, 6 mois que je pense à ça. Je ne suis pas que ça, je veux dire. C'est pas ça mes aspirations. Je veux te partager que depuis je vais à l'école, c'est plus sérieux. J'ai compris les impacts de mes gestes. Fait que parfois, ça rassure la victime. Exactement. Puis parfois, c'est l'adolescent. C'est l'attente de l'adolescent, c'est de le partager à la bonne personne. Tout le monde y a fait la morale. Maintenant, il sait très bien, lui, même sans morale, que c'était pas positif ce qu'il a fait qu'il s'en vient de dire. La personne même qui a subi, c'est différent que tout le monde qui lui fait la leçon autour. Tout à fait. Eh bien, ça amène une espèce de vague différente quand même. Comment les personnes réagissent à ça? Quel résultat que ça a? Comment vous constatez comment ça affecte positivement, si je peux dire, l'adolescent et la victime? Quel impact, quel résultat que ça amène? On se pose la question, quel effet que ça a? Là? Je dirais que ce qui est l'effet principal, c'est que les gens qui ont été concernés ont pu être acteurs.
On peut être Ils ont eu direct, leur mot à ont eu dire. leur mot à dire. C'est ce qui fait le plus de différence pour les personnes. C'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on constate et c'est Et ce ça, qu'ils ça nous les disent. soulage, ça les Ça peut réconforte. apaiser, ça peut se faire enlever. Déjà que le crime qui a été Ça commis. les reconnaît aussi. Hein? Oui. On reconnaît ce qu'ils ont vécu. Oui. Puis, vous l'avez dit tantôt, il y a quelque chose qui est du sur-mesure. Donc, peu importe qu'est-ce que d'autres auraient choisi, voici ce que nous, on a choisi. Puis, on l'a choisi à terme d'une compréhension parfois respective. Ça veut pas dire que j'accepte ce qui a été fait. Ça veut pas dire que je pardonne, que j'excuse. Ça veut pas dire que je trouve que ça a du bon sens. Mais ça l'a pu, d'une certaine manière, m'apaiser. Je te l'ai dit. C'est toi la personne concernée. Je te l'ai dit. Donc, ça a d'abord cet effet-là, de permettre aux personnes directement concernées d'être acteurs. Puis, pas juste à eux, hein, à leurs proches. Alors, c'est un peu avec un encadrement quand même que vous fournissez, les gens peuvent tenir la justice dans leurs mains jusqu'à un certain point. Puis, ce que je m'en ai à vous dire, qu'il y a aussi les gens directement, mais il y a aussi leurs proches. Par exemple, le mineur et ses parents, on en a parlé tantôt, les parents peuvent être impliqués aussi dans le dialogue avec la personne victime pour venir dire « Ah oui ». Je suis le parent, là, j'en suis pas fière. Je suis pas fière de mon fils. Par contre, je suis fière qu'il soit ici devant vous aujourd'hui. Qui répare ce qu'il a fait. Et depuis, on s'en occupe. On s'est rendu compte qu'il était peut-être en train de prendre un mauvais tournant et là, on l'encadre davantage. Puis pour les personnes qui ont été victimes, eux aussi, les proches ont pu être affectés par l'événement. Donc, on peut mettre ces personnes-là aussi, s'ils le désirent, inclus dans le processus, des voisins, le conjoint, les enfants. Tous ceux que ça touche. Tous ceux qui ont souffert, en guillemets. Puis je dirais que c'est un des effets aussi importants, c'est que des gens qui sont un peu, qu'on identifie comme étant à l'extérieur de la situation, dans la justice réparatrice, peuvent être à l'intérieur de la situation. Concernés, effectivement. Là, je vois les effets sur la victime, ça me rassure un peu, mais ma préoccupation, c'est ce fameux adolescent. Comment je pourrais dire? Est-ce que ça a changé sa vie de passer par le processus que vous avez à Équijustice? En fait, de manière générale, pour Équijustice, je ne vous parle pas des chiffres pour la délinquance en général, là, mais pour les adolescents qui ont bénéficié des services, 93%, entre 90 et 93% des adolescents ne récidiveront pas. Mais de toute manière... Ils ont compris, on pourrait dire? De toute manière, j'aurais peut-être dû commencer comme ça. La plupart des adolescents de 12 et 17 ans, tous vos auditeurs, probablement inclus, vous et moi, avons probablement fait un geste à cet âge-là qui s'apparentait à de la délinquance. Qui aurait pu être signalé. Exactement. Donc, la très haute, ça fait partie du développement, quelque part, de venir atteindre folie de jeunesse, comme on dit. Donc, à partir de là, la plupart d'entre nous, l'intervention policière serait suffisante pour ne pas qu'on recommence. Juste souligner, attention, c'est grave ce que tu as fait. Juste ça. Exactement. Le fait de savoir que je peux être pris, le fait de savoir que ça peut avoir des impacts, c'est suffisant. Fait que c'est pour ça aussi que dans notre contexte à nous, la plupart des adolescents, c'était une erreur de parcours. Donc, c'est normal que la plupart d'entre eux... Ça se répare assez facilement? Oui, c'est ça. Ils se sentent responsables d'une certaine réparation et une fois complétés, on ne les reverra pas. La haute majorité d'entre eux. Oui, 93%, c'est quand même bien. Ils réussissent leurs mesures. Ouais, ils font ce qu'ils ont convenu de faire. Exactement. Ils font ce que le juge leur avait demandé de faire aussi. Oui. Tout à fait. Et vous assurez qu'ils font ce que le juge... Ça fait partie de votre tâche de superviser les mesures que le juge avait... Puis, on ne se cachera pas, il y a des mineurs avec lesquels c'est plus difficile. Il y a plein de raisons pour lesquelles ça peut être plus difficile. Mener une rencontre de médiation ou mener des travaux communautaires ou mener une réflexion personnelle. Mais notre travail, c'est de les motiver, c'est de nous assurer d'aller chercher aussi leurs alliés, leurs parents, leurs amis. Ils sont parfois accompagnés au niveau de l'école par un prof significatif, un travailleur social, tout ça. Donc, on va inclure les gens qui sont... Vous incluez tous ces gens-là au besoin dans votre démarche. On vise à ce qu'il y ait une réussite pour lui. Vous trouvez du soutien pour qu'il puisse persister dans la bonne voie. Oui. Nous, on est un petit... Un facilitateur, un agent. Et aussi, s'il a 20 heures de travaux, ça peut faire 20 heures de réflexion. Et s'il en a jusqu'à 150, ça peut amener un cheminement à plus long terme aussi. Oui, tout à fait. Alors donc, c'est une formule qui, au Québec, a fait ses preuves et qui, à la fois, je dirais, satisfait la victime et remet
le délinquant, comme on l'appelle, le contrevenant, dans le bon chemin? Il se met responsable, en tout cas, des faits de son crime. On le responsabilise, on l'aide à se responsabiliser. C'est une mission très importante. Écoutons votre troisième chanson que vous nous suggérez pour réfléchir à ce domaine. Ma liberté, longtemps je t'ai gardée, elle me perdra. Ma liberté, c'est toi qui m'as aidé à larguer les amarres. Pour aller n'importe où, pour aller jusqu'au bout des chemins de fortune, pour cueillir en rêvant une rose des vents sur un rayon de lune. Ma liberté, devant tes volontés, mon âme était soumise. Ma liberté, je t'avais tout donné, ma dernière chemise. Et combien j'ai souffert pour pouvoir satisfaire tes moindres exigences. J'ai changé de pays, j'ai perdu mes amis pour gagner ta confiance. Ma liberté, tu as su désarmer toutes mes habitudes. Ma liberté, toi qui m'as fait aimer même la solitude. Toi qui m'as fait sourire quand je voyais finir une belle aventure. Toi qui m'as protégé quand j'allais me cacher pour soigner mes blessures. Ma liberté, pourtant je t'ai quitté une nuit de décembre. J'ai déserté les chemins écartés que nous suivions ensemble. Lorsque sans me méfier, les pieds et poings liés, je me suis laissé faire. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Et je t'ai trahi pour une prison d'amour et sa belle geôlière. Vous êtes sur Radio-VM à l'écoute de la série Les Nouvelles Justices. Notre invitée est aujourd'hui Marie-Ève Lamoureux. Elle est de l'organisme Équijustice et elle nous parle de la justice pour adolescents. Cette approche de la justice pour adolescents existe depuis plusieurs années, des décennies, quelques mois? En fait, ça fait très, 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 très longtemps que la justice qu'il y a des particularités pour les mineurs. Ça a évolué? Ça a évolué. Il y a différentes lois qui se sont succédées, qui s'appliquaient aux mineurs. La dernière, c'est depuis 2003, celle qu'on parle maintenant. Mais en 1984, là, c'est à ce moment-là particulier où il y a vraiment l'orientation de ne pas judiciariser une partie des adolescents. Donc, de leur permettre de réparer le crime. Il y a eu un virage en 1984. Notre conception de la délinquance a changé. Tenter de trouver des solutions alternatives à la judiciarisation, c'était là que c'était le plus marquant et c'est là qu'il y a eu les premiers développements au Québec des mesures de réparation envers les personnes victimes, qu'on a mieux structurées, qu'on est allé chercher de l'expertise aussi à l'étranger, de la manière dont d'autres fonctionnaient avec la médiation, par exemple. Donc, je dirais que depuis 1984 autour, nous ne faisons qu'évoluer dans cette... à se raffiner par rapport au soutien victime. Ouais. Et cette direction, c'est la direction éducative, finalement? C'est d'abord, oui. Parce qu'en fait, on est vraiment dans une optique de réparation, mais l'idée, c'est que la meilleure façon d'être éduqué, c'est de réparer, c'est d'être concerné, de réparer son geste. Et c'est un peu comme à la maison, tu as renversé quelque chose, viens le nettoyer, plutôt que lui faire un sermon qui ne sert à rien. C'est ce qu'on remarque qui est les bonnes pratiques, en fait. Oui. Ouais. Est-ce que dans la même direction, on est porté à moins envoyer le jeune en réclusion aussi dans cette approche? Je ne saurais pas répondre à cette question-là.
Non, mais c'est réservé quand même à des cas graves. Extrêmement grave, et ça l'a toujours été, en fait. Puis on a toujours... le système de justice est toujours préoccupé, sachant que c'est pas la meilleure chose à faire d'isoler quelqu'un. Fait qu'il faut vraiment que ça soit dans des cas très particuliers. Parce que lorsque la famille est peut-être pas la meilleure placée pour le rééduquer, on va préférer des éducateurs professionnels ou quelque chose comme ça? C'est pas nécessairement la famille, c'est la gravité du crime qui demande un isolement plus long. Et il va passer combien de temps dans un centre jeunesse? Ça peut aller de quelques mois à quelques années. Selon la gravité. Oui. Puis je suis pas une experte, encore une fois, dans le monde de la c'est détention. Un monde spécifique. C'est un monde spécifique qui peut avoir des mineurs qui ont commis une infraction très grave quand ils étaient proches de leurs 18 ans qui, si leur incarcération est plus longue, vont devoir aller finir leur incarcération dans une prison pour adultes. Mais la plupart des mineurs, ça va être quelques mois de détention suite à des crimes, plusieurs introductions par effraction, par exemple. Oui. Et là, il participe à une vie sociale, il participe à des activités de rééducation. Exactement. Il fait de la thérapie à la fois individuellement et en groupe. Tout à fait. Et ça vise un changement plus en profondeur. On dirait que c'est une approche quand même beaucoup plus intéressante que la punition et la réclusion. Est-ce que ces approches-là s'étendent? Est-ce qu'on pense que même pour les adultes, ça pourrait être employé? Est-ce que c'est employé chez les adultes aussi maintenant? Ben, en fait, l'idée d'utiliser la période d'isolement pour développer des habiletés, pour réfléchir, pour faire de la thérapie, c'est une idée qui existe déjà dans le monde de l'incarcération fédérale et provinciale. Par contre, l'idée de la réparation, c'est quelque chose qui est assez absent dans la justice des adultes au Québec. Est-ce que ça va venir? Ben, en fait, pour l'instant, à l'heure actuelle, il y a certaines régions du Québec qui sont déjà incluses dans un projet pilote du ministère de la Justice qui fait en sorte que dans certains cas, dans certains crimes relativement plus mineurs, léger, ça, l'adulte est déjudiciarisé, c'est-à-dire qu'il est prévu qu'il participe à la réparation du geste quand c'est possible. La même réflexion. Plutôt que de faire un casier judiciaire, on va vouloir faire de la réparation et on va procéder comme avec exactement, les adolescents. On va interpeller la personne victime, voir si elle a une perspective à ce sujet. Est-ce qu'elle veut le rencontrer? Exactement. Est-ce qu'elle a une réparation attendue? Est-ce qu'elle a des questions à lui poser? Tout à fait. Est-ce qu'elle a eu des torts financiers, par exemple, qui pourraient être compensés, tout ça? Quand la personne le vise, on va faire la même chose que chez les mineurs. Donc, on va préparer les gens à être en contact un avec l'autre. Quand ce ne sera pas quelque chose qui va pouvoir être envisagé, on va l'orienter vers une démarche de réparation dans la communauté, même type. Et encore là, il va faire une réflexion des par rapport heures, au choix. des 150 heures peut-être, selon de travaux communautaires. C'est un juge qui décide s'il va aller dans cette direction-là? Non, parce que là, on parle de non-judiciarisation, en fait. C'est le procureur qui va accepter que la situation ne sera pas judiciarisée. Trouve que c'est pas nécessaire que l'adulte passe devant le juge. On veut l'orienter plus vers la piste réparation-rééducation. Exactement. Et donc, ça se fait comme projet pilote, vous dites, et si ça marche bien, ça pourrait se devenir, pour les délits mineurs, ça pourrait devenir la façon de procéder. Tout à fait, ça pourrait devenir dans la une justice option. Pour adultes. D'ailleurs, le Québec étant très en avance par rapport a été très en avance par rapport à la justice des mineurs et cette idée de réparation et de rééducation aussi. On est très en retard par rapport aux autres provinces, par contre, dans la non-judiciarisation des adultes, dans cette réflexion-là que ça coûte cher, que c'est long, ardu et que ça cause quand même beaucoup de tort d'utiliser la judiciarisation dans certains cas. Donc, on est en retard dans cette voie-là. Maintenant, on commence à envisager rattraper les provinces voisines. Et c'est plus... j'imagine que le parcours que vous avez décrit, c'est plus rapide que d'attendre de passer devant le juge. Tout à fait. Si quelqu'un passe devant le juge 4 ans après son délit, là, il a un peu oublié... Tout à fait. Alors que ne pas judiciariser, les procédures sont extrêmement rapides. Très, très rapidement, la situation peut être réglée et l'idée de réparer, ou pour la personne victime, du moins, d'avoir réparation, plus c'est près de l'événement, plus c'est chaud, plus la réflexion peut être pertinente. Et puis ça peut être apaisant rapidement pour quelqu'un au lieu de passer... plusieurs mois avec un trou. Plutôt que de se tourmenter. Exactement. Oui. Alors, la victime aussi est contente de régler ça au plus tôt.
Tout à fait. Puis les organismes d'aide aux personnes victimes sont aussi concernés là, par ce type de non-judiciarisation-là. Ils sont partie prenante. Là. Ce n'est pas sans leur appui qu'on participe à ça. Et cette vision plus éducative, je pourrais même dire plus humaniste de la justice, est-ce que ça se répand dans d'autres pays aussi? Est-ce que la société s'en va vers ça? Il y a plusieurs pays qui sont particulièrement concernés par l'idée d'inclure effectivement les personnes victimes au lieu de les exclure. La France, par exemple, oui, c'est ça, il y a des échanges qui se font. La France a inclus dans sa loi l'idée de la médiation, autant auprès des mineurs qu'auprès des adultes. La Belgique, la Suisse, plusieurs... Tous les pays francophones, vous leur parlez oui, et ils vous disent la même chose. Oui, puis on a des échanges entre nous, des échanges même pour la formation des médiateurs, des réflexions sur les meilleures pratiques pour les mettre en place. Donc, c'est ça, c'est pas seul qu'on mène ça. Alors, vous êtes encouragé par cette orientation que prend la justice pour adolescents? Ah, bien sûr, absolument. Et est-ce que, comme société, on aurait des conclusions à tirer de ça? La plupart de nos auditeurs, j'imagine, ne sont pas au courant, du moins dans le détail, de comment ça procède. Est-ce que, comme société, comme citoyen, j'aurais des conclusions à tirer de ça? Est-ce que je devrais changer ma mentalité dans une meilleure direction? Je suis pas là pour faire la leçon, mais quand même. Mais plutôt pour amener l'idée que quand un geste est commis, inévitablement, il y en a des impacts. Donc, on peut choisir de mettre nos énergies uniquement sur celui qui a créé les impacts, puis de le punir. On peut choisir de mettre uniquement notre énergie sur celui qui a créé des impacts pour essayer de le changer, de le ramener. On peut aussi centrer, et non pas sur la personne qui a créé des impacts, mais sur les impacts eux-mêmes, puis essayer de voir qui peut y faire quelque chose, comment ça peut être réparé, toute cette... le geste et ses impacts. Les gens qui en sont concernés ont assurément des capacités d'y réfléchir. Donc, c'est une façon... Je pense pas... On en parle maintenant, mais je pense pas que c'est nouveau. Je pense que plusieurs d'entre nous utilisons déjà cette réflexion-là. Ouais, c'est une approche sociale aussi. Vous regardez autour du jeune et autour de la victime, toutes les personnes qui pourraient aider à améliorer cette situation. Tout à fait. Il y a une chose qui m'a étonné et sur laquelle j'aimerais revenir. Un jeune est responsable de ses actes à partir de l'âge de 12 ans. Qu'est-ce qui change entre 11 ans et 12 ans, si je peux dire? En fait, c'est l'âge qui a été déterminé. Puis ça fait plusieurs années. C'est vraiment entre 12 et 18 ans moins un jour, en fait, que la loi s'applique. On considère que l'adolescent est... C'est toujours, à partir de 7 ans, il y a certaines notions qui embarquent pour le bien et le mal. À partir de 12 ans, il y a une construction plus le développement de l'adolescent lui permet de distinguer et d'être au courant des limites par rapport à ce qu'il peut ou ne peut pas faire. Alors, le jeune de 12 ans et plus peut s'attendre à faire face au système de justice pour adolescents. C'est pas le même système que pour les adultes, mais il doit faire face à la justice s'il commet quelque chose d'irrégulier. Tout à fait. Eh bien, cette rencontre a été très instructive et en même temps nous propose une vision optimiste de ce qu'on peut faire à propos de ce qu'on appelait la délinquance juvénile. Je vous remercie beaucoup. Vous étiez, chers auditeurs, sur Radio VM à l'écoute de la série Les Nouvelles Justices, des rencontres avec des professionnels qui pratiquent des approches innovatrices pour parvenir à un règlement juste. Notre invité aujourd'hui était Marie-Ève Lamoureux de Equijustice. Elle nous parlait de la justice pour adolescents. Si vous allez sur equijustice.ca, vous pouvez avoir plus de détails sur cette mission. Ici Jacques Lalanne, je vous dis à la prochaine.